Bon, même si les derniers jours sont un petit peu en panique sur la bourse aux États-Unis suite à cette earnings week et à tous les mouvements qu'il y a autour de Trump et de la Fed en ce moment qui n'a pas voulu baisser ses taux, faut pas oublier que globalement sur la semaine, on a eu quand même des marchés qui se sont très bien comportés, c'est globalement plutôt vert et sur le mois de janvier, pareil, ça s'est globalement très bien comporté. Donc dans cette vidéo, on va attaquer cette earnings season avec les earnings des entreprises qui m'intéressent, celles que je suis en ce moment. Donc on va commencer par ASML, on va parler également de FICO, de Meta, de MSCI, de Microsoft et ensuite on finira par ServiceNow qui est dans le secteur des SaaS et les SaaS se font dégommer en ce moment. Donc il y a potentiellement de très belles opportunités à y chercher parce que comme vous le savez, moi un secteur qui se fait dégommer c'est les secteurs favoris pour la bourse pour investir parce que sur le long terme ce sont ceux-là qui ont tendance à surperformer et à nous apporter la meilleure performance. Quand tout le monde a peur d'aller quelque part, ben c'est là où il faut y mettre les pieds, la tête, les dents et être patient. Donc on va analyser les résultats de ServiceNow, qui est une entreprise de SaaS qui a des résultats quand même assez exceptionnels. Donc je ne vais pas trop vous spoiler là, vous allez voir. Donc commençons par ASML, c'est une entreprise qui est suivie par beaucoup. Alors j'ai pas ASML en portefeuille, moi en portefeuille j'avais Lam Research qui est dans le secteur des semi-conducteurs, etc. aussi. Lam Research qui s'est bien comporté. J'avais expliqué dans plein de vidéos pourquoi j'ai sélectionné Lam Research et non ASML. J'avais ouvert une position aux alentours de mars 2025 et j'estimais que c'était juste plus un meilleur deal d'aller sur Lam Research parce que c'était beaucoup plus sous-valorisé que ASML pour un business qui était tout aussi bon et potentiellement avec un même meilleur management. Ça a bien payé parce qu'un an après, certes les investisseurs d'ASML sont contents, ils ont fait leur plus 100%, mais on a fait 260% avec Lam Research parce que c'était beaucoup plus sous-valorisé. C'est pour ça que la valorisation, c'est important parce que c'est ce genre de choses qui font que, cumulé, on se retrouve avec une bien meilleure performance sur le portefeuille. Donc les résultats de ASML ont été plutôt bons, même très bons. On a la prudence modérée qui était... alors j'ai surligné les passages qui m'intéressent. Ce que vous voyez, ce n'est pas le rapport téléchargé de l'entreprise, c'est mon résumé à chaque fois du rapport et j'ai surligné les passages intéressants. Donc j'ai pas mal de promptillages, j'ai pas mal d'outils qui me permettent de générer des résumés comme ça. Ce genre de résumés seront bientôt disponibles d'ailleurs pour tous les utilisateurs de Margin. On est en train de les ajouter en fonctionnalité dans l'application pour tous les earning reports, les transcripts, etc. Donc ce que j'ai pu noter, ce qui est important à noter, c'est qu'on est passé d'un ton où on était sur une prudence assez modérée au trimestre 3 à une confiance pour l'année 2026 avec des preuves tangibles. Pourquoi je dis ça? Parce que souvenez-vous, lors du dernier rapport, Christophe Fouquet, je crois qu'il s'appelle, le PDG, avait déclaré qu'il ne pouvait pas donner d'indication sur la croissance en 2026. C'est-à-dire qu'il disait qu'en 2026, les résultats seront au moins comme en 2025, mais on ne peut pas être précis sur la croissance. Or là, ça y est, il nous dit qu'ils ont plus de vision sur la croissance et qu'il y aura de la croissance en 2026. C'est pour ça, c'est dû à un niveau exceptionnel de nouvelles commandes qui ont atteint 13,2 milliards d'euros, qui signalent une accélération spectaculaire de la demande. Donc si on regarde ici, le chiffre d'affaires a évolué de 4,9% par rapport au trimestre 4 de l'année précédente. Les marges brutes sont passées de 51,7 à 52% et les commandes nettes ont augmenté de 85,6%. Donc c'est exceptionnel. Si on prend maintenant sur l'année globale, le chiffre d'affaires a augmenté de 15,6%, la marge brute est passée de 51% à 52,8% et le résultat net a augmenté de 26,9% et les bénéfices par action de 28,5%. La différence entre les deux, c'est parce qu'ils font des rachats d'actions. Ils ont fait des rachats d'actions au courant de l'année. L'entreprise était sous-valorisée, donc très bien, ce qui leur a permis d'avoir un super bénéfice par action de 28,5%. Les guidance pour le trimestre 4 entre 9,2 et 9,8, ils ont réalisé 9,7, donc ils sont en haut de la fourchette. Pour la marge brute, idem, ils sont au milieu de fourchette, ils estiment entre 51 et 53, ils sont à 52,2. La croissance du CA, environ 15%, ils ont 15,6. Et la guidance pour l'année sur la marge brute, 52%, ils ont fait 52,8, donc très bien. Pour l'année prochaine, les guidance pour 2026, ils attendent un chiffre d'affaires entre 8,2 et 8,9 milliards avec une marge brute entre 51 et 53%. Et sur l'année, faire entre 34 et 39 milliards avec une marge brute entre 51 et 53%. Donc, ils s'attendent à une légère, potentiellement, stagnation des marges. Ok, vous voyez là par rapport à cette année.
51-53%. À voir s'ils arrivent à faire mieux. Souvent, ils sont assez conservateurs et ils font mieux après. Je pense que c'est pour ça que c'est parce que les marges ne sont pas améliorées drastiquement dans les guidance que ça n'a peut-être pas explosé suite à l'annonce des résultats. Et un chiffre d'affaires, lui, par contre, qui passerait de 32,6 milliards à, ici, dans la guidance, 34 à 39. Donc, quoi qu'il arrive, il semblerait qu'ils prévoient une accélération et une croissance. Donc, c'est très bien. Les commentaires de Christophe Fouquet, donc, many of our customers have shared a notably more positive assessment of the medium-term market situation, primarily based on more robust expectations on the sustainability of AI-related demand. Donc là, en gros, ce qu'il dit, c'est les clients ont une meilleure perspective par rapport à l'IA et sont en train littéralement de beaucoup plus commander parce que l'IA booste le marché comme c'était entre guillemets attendu, mais que ASML préférait être discret par rapport à ça, ne pas tirer des plans sur la comète. Là, il semblerait que ça y est, les clients sont en train de confirmer que le carnet de commandes va envoyer parce qu'il faut envoyer ces puces pour l'IA. Dans les commentaires également, sur la perspective 2026, l'attente d'une nouvelle année de croissance principalement tirée par une augmentation significative des ventes extrêmes ultraviolets. Donc c'est là où ASML vraiment domine le marché et ils s'attendent à une accélération de ça. L'attention est donc désormais focalisée sur la croissance. Trimestre 3, c'était plus prudent. Là maintenant, on passe vraiment sur tout est focalisé sur la croissance. Pour tester un petit peu les cohérences du management au cours des trimestres précédents, parce que c'est bien beau d'avoir un management qui nous dit des belles choses, mais est-ce qu'il est cohérent et surtout est-ce qu'ils font ce qu'ils disent, est-ce qu'ils avancent dans cette direction? Donc dans les promesses qu'on avait eues, au quatrième trimestre 2025, donc par rapport à ce qui a été donné au trimestre 3, on devait avoir entre 9,2 et 9,8 milliards de CA et des marges 51-53. Ça a été atteint. Pour la guidance de l'année 2025, elle a été dépassée. Le programme de rachat d'actions, ils avaient dit au trimestre 3 2025 qu'il ne sera pas complété en totalité. C'était un programme aux alentours de 12 milliards. Ils ont complété 7,6 milliards sur un total de 12. Est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Il y a différentes façons d'interpréter ça. Ils ont quand même fait des rachats d'actions opportunistes et smart. Okay, on va les regarder rapidement ici sur Margin. Et si on regarde quand est-ce qu'ils ont fait leur rachat d'actions, alors ça va être dans Financing Activity, Common Stock Repurchase. Ils ont fait les rachats d'actions, donc c'était le programme pour 2022-2025. Okay, donc 2022, ils en ont fait un peu, 2023-2024, pas grand-chose, 2025, beaucoup. Si on compare ça au price sur le PE ratio, le price sur free cash flow, on va voir qu'ils ont fait des gros rachats quand le PER était bas. Alors là, il faut le décaler un petit peu parce que c'était le PER était bas fin 2024, début 2025. Donc c'est principalement là où ils ont fait des gros rachats, quand on avait des PER en dessous de 30. Et ici, 2022, pareil, quand on avait des PER en dessous de 30. Donc ils font des rachats d'actions très opportuns, très opportunistes. Et on aime ça. Donc là, pour le coup, c'est pas mal. Maintenant, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, est-ce qu'en 2025, ils n'auraient pas pu forcer un peu plus sur les rachats d'actions? Visiblement, ils ont voulu être plus prudents que ça. Pourquoi pas? Ça permet ils peuvent réaccélérer la croissance, donc on ne va pas leur en vouloir, mais on aurait pu se dire peut-être qu'ils auraient pu compléter tout le programme de rachat d'actions courant 2025. Mais bon, après, encore une fois, à voir. C'est plus facile à dire pour moi, youtubeur, qu'à faire pour le PDG et l'équipe de direction de l'entreprise. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ils ont quand même fait des rachats d'actions et qu'ils les ont fait à des prix intéressants. Ils ont un nouveau programme de rachat d'actions qui commence en janvier 2026, qui est encore une fois de 12 milliards jusqu'à fin 2028. Donc on va voir comment ils se comportent avec les rachats d'actions. Comme on l'a vu, c'est possible que là en ce moment l'action est chère, donc je ne m'attends pas à ce qu'il y ait des rachats d'actions, je m'attends à ce que ce soit comme 2023-2024 ou pas trop de rachats d'actions courant de l'année, étant donné que là le PER devient cher. Hein. On est sur un PER de 42. Okay, on est sur un PER de 42, ce n'est pas ce qu'il y a de plus intéressant maintenant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Dans les points négatifs à noter, on a la baisse attendue de la demande chinoise en 2026, la déclaration du management au trimestre 3 concernant une baisse significative attendue des ventes en Chine pour 2026 reste un point de vigilance, bien que non répété au trimestre 4. Cette mise en garde n'a pas été formellement retirée et l'évolution de ce marché devra être suivie de près. Ce qu'il va falloir suivre pour la suite, donc l'allocation du capitaux, on n'a pas grand-chose. Le mode, ils ne changent pas, ils ont un monopole, c'est les seuls à pouvoir faire ça. Donc le mode ne va pas trop changer. Les points de surveillance, c'est ce qu'il va falloir surveiller pour l'année 2026 et les prochains trimestres. C'est l'évolution des marges brutes, vérifier si c'est bien maintenu dans cette fourchette entre 51 et 53%, malgré la montée en puissance du INA initialement dilutif.
Donc il faut bien comprendre que ça, c'est généralement, il y a moins de marge pour eux dessus. Donc voir à quel point ça va impacter les marges. La croissance des ventes EUV, suivre le principal moteur de la croissance attendu pour 2026. Les niveaux de commandes nettes, les net bookings, évaluer si la dynamique exceptionnelle du trimestre 4 est le début d'un cycle de croissance soutenu ou un pic isolé. Si on regarde ici la croissance qu'on a eue, on va enlever ça, au trimestre 4 2020, là pour le dernier trimestre, vous voyez qu'on a un pic. Mais généralement, au trimestre 4, il y a toujours un pic. Trimestre 4 2024, c'était pareil. C'était un pic par rapport aux autres trimestres. Si on prend le trimestre 4 2023, c'était un pic. Trimestre 4 2022, c'était un pic. Trimestre 4 2021, c'était presque un pic. Ça l'a pas été. Mais généralement, le trimestre 4, à chaque fois, c'est le meilleur trimestre. Et ça, vous pouvez le voir uniquement en ayant des données fiables et surtout en ayant un historique de données et pas en regardant juste sur 5 ans où vous voyez à moitié rien. Donc, faut s'attendre à ce que le prochain trimestre soit moins bon que ce trimestre en termes de chiffre d'affaires. C'est normal, c'est la saisonnalité de leur business, mais il faudra vraiment observer comment ça évoluera sur les années. Les engagements à vérifier, donc la réalisation de la guidance, toute mise à jour ou confirmation de la guidance pour l'année 2026, il faudra voir ça. Il est tendance à confirmer la durabilité de la demande liée à l'IA et sa conversion continue en commande ferme. Il faut que ça fasse des commandes et pas qu'il y ait un narratif IA sans qu'il y ait de commandes derrière. L'adoption et la montée en puissance des high HENA chez les clients. Donc voilà ce qu'il va falloir observer pour l'année. Aujourd'hui, ASML, c'est cher. C'est cher, on ne va pas se mentir, 42 fois les bénéfices. C'est plus le moment d'entrer en position. Tous ceux qui s'en mordent les doigts maintenant, j'ai envie de dire tant pis pour vous. Il fallait être beaucoup plus réactif quand l'action était pas chère. Elle est restée pas chère pendant 6 à 8 mois. Donc vous aviez largement le temps de vous positionner. Ceux qui ne l'ont pas fait, très bien, content pour vous. Vous avez écouté les oiseaux de mauvais augure. Vous avez écouté tous ceux qui étaient là à dire que oui, mais maintenant le monde il a changé. La Chine va être capable de faire ses propres machines. ASML va être disrupté, etc. Force est de constater que ça ne s'est pas très bien passé pour vous. On passe à l'entreprise suivante. On va passer à FICO, qui est une entreprise que je surveille de plus en plus, qui s'approche de prix qui peuvent m'intéresser. Actuellement, FICO, je crois que c'est aux alentours de 1500 dollars et on s'approche de prix cible, parce que moi j'ai un prix cible qui va être aux alentours de 1380 dollars, 1400 dollars. Donc on est vraiment pas loin. À voir maintenant comment ça va évoluer. On va analyser ensemble le rapport. Alors, dans le résumé de ce rapport, ce qu'on va noter, ce que j'ai noté d'important, c'est le chiffre d'affaires total a progressé de 16% en glissement annuel, une performance solide tirée par deux dynamiques distinctes mais complémentaires. Le segment score, donc le fameux FICO score, qui continue d'afficher une croissance exceptionnelle de 29%, quand même pas mal, porté par la force des revenus B2B qui sont en plus 36%, et le segment software qui montre des signes clairs d'accélération de sa transition stratégique avec des indicateurs avancés très positifs, un record historique d'ACV Booking à 38 millions de dollars et une croissance de l'ARR de la plateforme de 33%. Donc ça a été un bon trimestre. Si on regarde le chiffre d'affaires total en hausse de 16%, par contre les bénéfices nets gap plus 4% et le bénéfice par action plus 8%, le free cash flow plus 7%. Donc c'est ça qui vient un petit peu rendre les choses moins jolies, mais ça reste très intéressant. On va voir par la suite tout ce qui a pu se passer. Donc on a été bien porté par le segment score et le segment software, une des plateformes qui a bondi un petit peu. En gros, ça n'a pas énormément bougé le segment software, mais la transition qu'ils ont opérée semble fonctionner. C'est ce qu'ils avaient annoncé il y a quelques trimestres et donc là, ça semble se réaliser un petit peu plus. Ça semble être plus précis. Le CEO Will Lansing a déclaré "We had a great start to the year and are well positioned to exceed our financial year guidance. As in prior years, we will revisit our guidance in our Q2 earnings calls." Donc ça va être surtout au trimestre numéro 2 qu'on va avoir toutes les informations nécessaires sur l'entreprise pour la guidance, mais il semble être très confiant. J'ai pas noté grand-chose de particulier sur ce earnings call. En fait, c'est la stratégie qu'ils ont tout le temps mis en place. Ils ont le score et le software. Le software est quand même toujours un peu mis de côté. C'est le score, la machine à cash, la vache à lait de l'entreprise. Et ils savent extraire la valeur de ça comme personne d'autre ne sait l'extraire. Donc, il n'y a pas, en fait, ça fait partie de ces boîtes FICO. C'est un peu comme Mastercard. D'ailleurs, Mastercard a fait ses revenus, mais on ne va pas passer de temps sur les revenus de Mastercard parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. En fait, c'est juste... La stratégie est appliquée, ça fait son 15% par an tranquillement, donc pas grand chose à dire. On va tester la cohérence du management maintenant.
Alors les promesses engagements passés au trimestre 4 2025 et avant, donc ça a été lancer et faire adopter le programme de licence directe, donc le DLP. Ce qui s'est passé ici, signature de 5 partenaires clés représentant une part de marché significative estimée par la direction lors de l'appel dans une fourchette de 70 à 80%. Le programme est en phase de test avancé, l'exécution semble parfaitement conforme aux promesses. Donc, ils ont dit que c'était leur objectif. Résultat, 5 partenaires clés, c'est ce qu'on aime entendre. Non pas que certains managements nous donnent des choses et font l'opposé. Je pense notamment par exemple à Elon Musk et Tesla, où ça nous fait des robotaxis depuis 3-4 ans qu'ils en parlent, pour finalement les sortir qu'aujourd'hui, que le trimestre précédent ou 2 trimestres précédents, alors que ça fait 4 ans que c'est censé arriver tous les ans. Là, ils en parlent en début 2025, début 2026, il y a déjà les signatures clés, c'est là. Accélération de la croissance de la plateforme logicielle et démontrer sa traction. Record d'ACV Booking, croissance soutenue de l'ARR de la plateforme, reconnaissance externe par Gartner, la promesse est tenue et validée par des indicateurs clés de performance. Ensuite, poursuivre l'adoption du FICO Score 10T, notamment dans le marché non conforme. Croissance significative du volume d'origination couvert par les prêteurs adoptants, passant de 316 milliards à 377 milliards. La dynamique se confirme et s'accélère. C'est ce qu'on aime. C'est ça qu'on aime voir chez un management quand ils disent des choses et les font. Et là, ils disent c'est bien, c'est cohérent, ça avance dans la bonne direction, c'est ce qu'on veut voir. Il n'y a pas grand-chose à voir dans les points positifs, négatifs. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose à voir. Si vous voulez que je vous envoie un de ces rapports en message privé, envoyez-moi un message sur Instagram. Vous avez mon Instagram qui se trouve dans la description de cette vidéo. Donc envoyez-moi un message privé en me disant le rapport que vous aimeriez avoir et je vous l'enverrai. Je vous enverrai le lien, comme ça vous pouvez le lire parce qu'on ne va pas passer 1 heure par rapport, sinon, non pas que j'ai un problème à faire des longues vidéos, mais je pense qu'on va aller directement à l'essentiel, c'est plus intéressant pour tout le monde. Pour l'allocation des capitaux, la politique d'allocation de capital reste cohérente et clairement axée sur le retour aux actionnaires. Au trimestre 1 2026, l'entreprise a racheté pour 163 millions de ses propres actions, faisant suite à 536 millions au T4 2025. Cette discipline dans le rachat d'actions, comme l'a déclaré la direction, est une utilisation attractive du cash et un signal de confiance dans la valeur intrinsèque de l'entreprise. Ça, c'est la partie qui est discutable pour FICO, on ne va pas se mentir, parce que si on regarde la valorisation de l'entreprise, on est sur un price sur free cash flow de 46. C'est cher. Alors oui, c'est une entreprise qui va grossir à 20-25% par an. C'est cher. C'est quand même assez cher. Moi, dans mes estimations, vous voyez, je mets 30. Le price sur free cash flow visé, je mets 30. Et derrière, je veux 22% de croissance du free cash flow. Donc, c'est du free cash flow par action. Donc, c'est atteignable, mais il faut être tranquille, parce que si on met 35, là, d'un coup, c'est sous-valorisé. Si on met 40, c'est encore plus sous-valorisé, mais là, c'est mort. Je ne mets pas 40 pour une estimation. Moi, vous le savez, si vous me suivez depuis un moment, ma limite, c'est 30. Donc, 30, c'est le maximum. Je trouve que je suis généreux déjà avec 30. Donc, on n'est pas loin d'une fair value. Ma fair value, moi, se trouve entre 1300 et 1400 dollars pour entamer une position sur l'entreprise. L'évolution du monde, donc en créant un canal de distribution alternatif aux agences de crédit via le DLP, FICO réduit sa dépendance et augmente son pouvoir de négociation, ce qui constitue une fortification structurelle de son avantage concurrentiel. Là, au cours du dernier trimestre, c'est très drôle parce que au cours de l'année, tout le monde s'est affolé sur FICO avec les annonces de Trump. Résultat, la solution qu'a trouvée FICO, et j'ai l'impression que ça a permis à FICO de trouver une solution de génie qui a renforcé son moat. C'est-à-dire que déjà, l'entreprise, c'est dur de venir la concurrencer. Là, ça va au-delà d'être dur, c'est qu'ils enlèvent les intermédiaires. Et ça, par contre, c'est magnifique. Magnifique parce que ça a beaucoup plus de marge pour eux, beaucoup plus de contrôle sur les prix et ça risque d'apporter de la croissance vraiment pas mal. Les points à surveiller pour les prochains trimestres, ça va être la croissance de l'ARR de la plateforme. Pourquoi ? Ils mesurent le succès stratégique du Land and Expand. Ce taux de croissance doit continuer à surcompenser le déclin de l'activité non plateforme pour assurer la croissance globale du segment. Donc c'est un segment qui est en décroissance, ce n'est pas la priorité de l'entreprise, mais ils essaient quand même de le sauver, de sauver les meubles dessus. Revenu du segment score lié à l'hypothèque. Pourquoi ? Une fois le DLP pleinement opérationnel, cette ligne permettra de mesurer l'impact initial du programme et la nouvelle structure de tarification. C'est là où on peut espérer une belle croissance dans les années à venir.
Donc les engagements à vérifier pour l'année, mise en production effective du Go Live, du DLP avec les premiers partenaires stratégiques, disponibilité du FICO Score 10T sur le DLP, promise pour le premier semestre calendaire de 2026, donc premier semestre, est-ce que ça, ce sera disponible? Et la révision de la guidance pour l'exclusivité 2026, fortement suggérée au trimestre 2. Donc on va voir ce que ça va donner là-dessus. Donc pour FICO, très bien, vous voyez comment l'entreprise évolue. Alors on va aller regarder l'évolution rapide du free cash flow. On peut voir que la free cash flow, si on se met en quarterly, alors le Q1 de chaque année, c'est pas vraiment le meilleur élève. Okay, Q1, Q2, ce ne sont pas les meilleurs élèves par rapport au Q4 et au Q3. C'est généralement le Q3 le meilleur, le Q4 et le Q3 sont les meilleurs, Q1, Q2 un peu moins bon. Vous allez voir un peu partout. Là, Q1 2026, ça commence pas très bon. Q1, Q2 2024, Q1 2025, ok, c'était légèrement en dessous de Q3, Q4 et Q4 de l'année d'avant, et le Q2 c'est encore pire, donc il faut s'attendre à ça, il faut s'attendre à cette cyclicité, mais cette cyclicalité ou cyclicité, je ne sais pas comment on dit, dites-le moi dans les commentaires, je sais que certains se feront un malin plaisir de corriger là-dessus. Quoi qu'il en soit, vous voyez que si on se met en LTM, on a quand même une croissance qu'on apprécie, surtout depuis 2012, ok, surtout depuis 2017, pardon. Là où le business model a changé à partir de 2016-2017, c'est là où on a commencé à voir le changement. Et là, par contre, ça grossit de 21-22% par an. Et je pense que ça pourrait s'accélérer. Je pense qu'on pourrait voir une accélération. Donc, j'ai hâte de voir ça pour FICO. On a fait CML, on a fait FICO, on passe à Meta. Meta qui a complètement explosé suite à l'annonce des résultats. L'entreprise a fait du plus 10% ou plus 7% sur la journée, si je ne dis pas de bêtises. Donc, très très beau résultat de Meta. Alors, ils sont bons, oui, mais alors, en fait, il y a des points qui sont exceptionnels et il y a d'autres points qui me font demander est-ce que c'est la bonne solution? Parce que là, ils ont eu les résultats, vous voyez, l'action a bondi. On est passé de 668 à, dans la journée, 720. Donc, un très beau bond depuis le début de l'année. Ça performe vraiment pas mal. On a pris depuis le début de l'année plus 10%, donc pas mal du tout. Et globalement, l'entreprise revient sur ses all-time highs qu'elle avait atteint courant 2025 à 782 $. Donc on va voir ce que ça va donner là-dessus. Mais sinon, vous pouvez voir que ça va être affolant. Quand vous allez le voir ici, on va se mettre en quarterly. Voilà la raison de la hausse. C'est quoi ce truc? Une entreprise qui génère déjà des beaux chiffres, hein, mais là, il y a une accélération qui est... La croissance là, c'est assez exceptionnel. Si on se met sur un an, alors... On va prendre le Q4 2000. Si on se met, on est passé de 48 milliards à 59 milliards. C'est assez exceptionnel. Plus de 16% de croissance, c'est dingue. C'est quand même dingue. La croissance qu'a eu Meta, là, c'est chapeau l'artiste. Hein. 17% de croissance par rapport au trimestre précédent. Les marges opérationnelles ont légèrement baissé par rapport à l'année précédente. Bénéfices par action, eux, ont légèrement augmenté, donc ça c'est bien. Ce qui a permis la croissance, c'est une vitalité remarquable avec une croissance des impressions de 18% et une augmentation du prix moyen par publicité de 6%. Donc ils arrivent toujours à augmenter, à rendre plus efficiente leur pub. Donc là, pour le coup, Meta, bravo. En revanche, la baisse du chiffre d'affaires de Reality Labs s'explique par deux facteurs anticipés. Un effet de base défavorable lié au lancement du casque Quest 3S au trimestre 4 2024 et le fait que des partenaires commerciaux se sont approvisionnés en casque au cours du troisième trimestre 2025 en prévision des fêtes, enregistrant ainsi ses revenus au trimestre 3. Donc c'est plus ou moins normal, c'est la nature cyclique du carnet de commandes. La grosse chose à noter, c'est les prévisions de la dépense. Ils estiment 162 à 169 milliards de dépenses totales pour 2026 et du CAPEX entre 115 et 135. On va aller regarder le CAPEX sur ces dernières années. Capital expenditure, on a eu déjà là 69 milliards. Donc là, on ajoute 100 milliards. On fait quasiment x2 sur le CAPEX de 2025 à 2026. Ça fait beaucoup. Hein. Ça fait beaucoup. À voir à quel point ce sera rentable, mais s'ils arrivent à soutenir leur publicité et à grossir autant sur leur section publicitaire, sur toute leur family of apps, c'est incroyable. C'est incroyable. Maintenant, je trouve que là, ça fait beaucoup de CAPEX. À voir leur plan. En fait, c'est juste que je pense que j'ai encore du mal à comprendre leur plan avec le CAPEX. Parce que de ce que je comprends, c'est qu'ils veulent être dépendants de personne pour leur data, pour tout ça. Ils veulent absolument tout build en interne. Mais
Est-ce qu'ils vont monétiser ça? Comment ils vont le monétiser? Est-ce que c'est juste pour avoir plus de contrôle sur les publicités, sur leur réseau et tout ça, et donc vraiment contrôler toute la supply chain, entre guillemets? Ou est-ce qu'il y a un autre projet derrière de monétisation? Je ne sais pas. Mais quoi qu'il en soit, ça fait beaucoup de CAPEX. Et ce qui est un peu plus dur pour moi de me projeter ici, c'est qu'avec Google, Amazon et Microsoft, c'est plus simple de se projeter parce que c'est pour les data centers, c'est pour le cloud, parce qu'ils ont des clients dans le cloud et ils ont beaucoup plus de demandes que d'offres. Donc, c'est normal qu'ils aient besoin de dépenser autant pour ne pas perdre cette demande, pour capter les parts de marché. Là où Meta, peut-être que je n'ai pas compris quelque chose, mais ils n'ont pas cette demande parce qu'ils n'ont pas ces services-là. Donc, est-ce qu'ils comptent avoir ce type de service cloud plus tard? Ou alors, c'est juste pour eux, pour être dépendants de personne? Et du coup se construire une sorte de forteresse pour les 10, 15, 20 prochaines années où ils sont absolument dépendants de personnes pour avancer, pour tout leur écosystème qu'ils sont en train de créer. Dans ce cas, ça peut être intéressant, hein, mais c'est juste qu'il faudra peut-être comprendre que ça risque de mettre du temps avant de payer. Ça risque d'avoir un délai avant que le CAPEX soit rentable. Là où pour Amazon, Microsoft et Google, le CAPEX est quasiment rentable instantanément parce qu'ils ont trop de demandes. Donc dès qu'ils ont l'offre qui est prête parce qu'ils ont dépensé en CAPEX, c'est vendu immédiatement. Donc c'est quasiment des retours instantanés en termes de c'est construit, c'est vendu. Alors que là, le retour ne sera pas instantané. C'est juste ça qui me fait me poser des questions. Mais au-delà de ça, c'est exceptionnel ce qu'ils ont fait. La guidance initiale pour 2025 était 60 à 65 milliards, a été resserrée à 66-72 milliards. Donc ils l'ont augmenté, puis relevé à 70-72 milliards pour atterrir finalement à 72,2. Donc ils ont fait largement mieux que ce qu'ils avaient estimé. Donc c'est exceptionnel. Susan Lee, la CFO, nous a dit malgré l'explosion des investissements, les résultats opérationnels de 2026 sera supérieur à celui de 2025. Donc malgré le fait c'est ça qui, je pense, a fait que l'action a explosé, c'est que malgré ces dépenses-là qu'ils ont prévues, qui sont colossales, qui sont énormes, ils s'attendent quand même à avoir une croissance sur les résultats opérationnels. Donc ça, là, s'ils ne nous fument pas sur les déclarations, franchement, chapeau les gars. Donc là, qu'est-ce qu'on a d'important à noter? Le pic des pertes de Reality Lab, Mark Zuckerberg a fait une promesse claire, les pertes de Reality Lab devraient atteindre leur pic en 2026 avant de commencer à diminuer progressivement. C'est un engagement important pour les investisseurs signalant une future discipline sur ce segment. Donc là, on aurait enfin Reality Lab, on voit le bout du tunnel 2026. Attendez-vous à ce qu'on ait le pic, c'est-à-dire que ce soit la pire année et qu'après, à partir de là, ça construise et on commence à aller chercher de la rentabilité. On va voir ce que ça va donner, mais ils ont l'air confiants là-dessus. Metacompute et les investissements en infrastructure analyse, la création de l'entité Metacompute formalise la stratégie d'investissement. Il ne s'agit plus de seulement acheter des serveurs, mais de construire un avantage concurrentiel à long terme via des investissements dans le silicium, les puces propriétaires, et l'énergie afin de maîtriser les coûts et la performance à très grande échelle. Donc là, potentiellement, on va pouvoir s'attendre que ces investissements à long terme pourraient améliorer les marges de Meta, pourraient améliorer toute l'efficacité autour de ce qu'ils ont. La transformation du travail par l'IA analyse. Le management a fourni une métrique concrète et stupéfiante, une hausse de 30% de la productivité par ingénieur depuis début 2025 grâce aux outils de codage basés sur l'IA. Donc ça, intéressant aussi. Les tests de cohérence, il y en avait un que j'avais noté d'important parce que les opportunités IA et tout ça, j'avoue que c'était... on s'en fout un peu, je trouve qu'il parlait un peu dans le vent pour ça. Mais il a accéléré les investissements en infrastructure, il avait annoncé trimestre 1, trimestre 3. Donc là, il confirme encore plus avec les guidance pour 2026. L'évolution du discours, on a Mark Zuckerberg qui présentait une liste pragmatique de 5 opportunités commerciales liées à l'IA, donc c'est ce qu'on avait vu juste là. À la fin de l'année, ce discours s'est transformé en une vision quasi philosophique et totalisante de la super intelligence. Là, j'aime pas trop quand ça part en discours plus philosophique et tout ça. C'est pas un red flag, mais c'est des points qui me plaisent pas forcément. C'est pas vraiment ce que j'attends d'une entreprise. Donc, à voir comment ça va évoluer. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'arrêt des rachats d'actions, que l'entreprise a racheté pour 13,4 milliards d'actions au trimestre 1 et 9,8 au trimestre 2, mais n'a effectué aucun rachat au trimestre 4. L'explication de Susan Lee, donnant la priorité absolue à l'investissement dans l'IA, est un signal fort que chaque dollar de cash flow est désormais alloué à la construction de l'infrastructure future. Donc, visiblement, on ne va pas s'attendre à des rachats d'actions. Après, j'ai envie de vous dire, si le PER continue d'exploser pour l'entreprise, il n'y a pas besoin d'avoir des rachats d'actions. Okay, si on est à 29 là, pas de rachat d'actions là, ça ne me choque pas vraiment. On va voir comment ça va évoluer, mais si les prices sur free cash flow restent aussi élevés ou les price earnings restent aussi élevés,
Je veux dire, il n'y a pas besoin de faire des rachats d'actions, ça ne me choquera pas. Quand si les prix de l'action baissent, ce serait quand même pas mal de peut-être faire une petite entrave et faire quelques rachats d'actions, ça pourrait être intéressant. Dans les points clés positifs de ce que j'ai trouvé, performance exceptionnelle du cœur de métier, la croissance du chiffre d'affaires publicitaire de 24% en glissement annuel est spectaculaire pour une entreprise de cette taille. Selon Susan Lee, les améliorations des modèles GEM et d'apprentissage séquentiel ont généré une hausse de 3,5% des clics publicitaires sur Facebook et un gain de 1% de conversion sur Instagram au trimestre 4. Donc là, je ne sais pas comment ils se démerdent, mais ils arrivent toujours à améliorer leurs algorithmes pour ça, donc beau travail. Premier signe de traction sur les nouveaux produits, au-delà de la vision, des résultats tangibles commencent à apparaître. Le management a souligné la triplication des ventes de lunettes connectées en 2025, indiquant une adoption croissance. De même, la forte adoption de nouveaux outils de création média, comme l'application Edit utilisée pour créer près de 10% des Reels vus au quotidien, montre que l'écosystème de Meta s'enrichit et que les utilisateurs adoptent de nouvelles propositions. Donc, pareil, tout est fait pour faire évoluer tout ça et ça a l'air d'aller dans le bon sens. On a l'explosion des dépenses et risques sur les retours sur investissement. La guidance pour 2026, ça c'est les gros risques qu'on a, implique une augmentation des dépenses totales d'environ 40,6% et du CAPEX d'environ 73% par rapport à 2025. Un tel déploiement de capital comprendra être majeur que ces investissements ne génèrent pas le retour escompté ou qu'ils prennent beaucoup plus de temps que prévu pour se matérialiser en revenu, pesant lourdement sur la rentabilité. Donc c'est ce que je vous expliquais juste avant, à voir si ça sera maîtrisé. Donc l'allocation, suspension du rachat d'actions, pas une décision tactique, mais le signal clair que le management alloue 100% de son cash flow discrétionnaire à ce qu'il considère comme un pari générationnel. Cette stratégie est binaire, un échec anéantirait une valeur considérable, mais un succès redéfinirait la position concurrentielle de l'entreprise pour la prochaine décennie. Donc à voir, c'est plus ou moins quitte ou double ici. Donc ce qu'il va falloir suivre, c'est la croissance du CA publicitaire, vérifier que le modèle principal continue de financer la vision à un rythme soutenu, que les marges opérationnelles s'assurer que les investissements massifs n'érodent pas les capacités de la rentabilité du cœur de métier. Les dépenses en CAPEX et les guidance suivent la discipline d'investissement et la capacité du management à respecter ses propres prévisions. Et métriques d'engagement sur Meta AI, AI Glass, demander au management des chiffres plus précis sur l'usage actif pour quantifier l'attraction des nouveaux produits parce que c'est encore assez mystérieux par rapport à tout ça. Aujourd'hui, est-ce que Meta est cher? Est-ce que c'est pas cher? Alors si on veut valoriser Meta, vu les dépenses en CAPEX, on va plutôt prendre le cash flow qui vient des activités opérationnelles. Donc on est à 115 milliards 800 millions, on va se le mettre là. On a besoin du price sur operating cash flow. Donc on va aller le chercher, price sur operating cash flow sur les 20 dernières années. On va enlever ici quand c'était super haut, 2009, 2010, on va se mettre à partir de 2011. Et à partir de 2011, on a une médiane à 18. Si on se met sur les 10 dernières années, on a une médiane à 16. Ok, jusqu'à 2012, ça nous met une médiane à 16. Donc on va avoir une médiane entre 16 et plus ou moins 18. Et là, sur les 5 dernières années, une médiane à 14. Donc je pense que le 16 me semble bien. On a 15,5. Donc 16, ça me semble plus ou moins correct. Eh bien, pour faire du 13% par an, il nous faudrait littéralement une croissance du cash flow opérationnel de 13%. Est-ce que le cash flow opérationnel peut grossir de 13% par an? Vu les chiffres de croissance qu'on a, oui, il peut. Là, il peut clairement grossir de 13% par an. Maintenant, on va voir comment ça évolue, mais pour le moment, c'est possible. Okay, quand on voit l'accélération qu'il y a eu là en 2025, ça a grossi sur les 5 dernières années à 18% par an, les 10 dernières années 24%, les 20 dernières années 51%. Donc je pense que oui, c'est faisable que ça grossisse de 13% par an. L'action, je n'ai pas envie de dire qu'elle est cheap, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de risques avec ces dépenses en CAPEX et tout, mais le 13% par an peut sembler faisable, ferait une fair value à 730 $. Donc là, pour le coup, ça peut se jouer, ça peut se tenter. Si vous voulez prendre un peu moins de risques, vous mettez ici plutôt 14, qui est la médiane des 5-10 dernières années, et vous mettez ici plutôt 11 ou 12. Pour prendre un peu plus de marge de sécurité, ça nous ferait une fair value à 615. Donc c'est pas déconnant, Meta, honnêtement, c'est vraiment pas déconnant du tout comme boîte et comme opportunité. Allez, on passe maintenant à MSCI avant de continuer sur Microsoft et ServiceNow. Donc MSCI idem, un très bon trimestre d'ailleurs, l'action s'est plutôt bien portée suite à l'annonce des résultats avec une belle progression. Okay, sur la semaine, on est à plus 1% globalement. Sur le mois, l'entreprise progresse bien depuis le début de l'année aussi. On a plus 5%, ça commence à bien progresser, on se rapproche des plus hauts historiques.
Donc là, pour le coup, pour MSCI, ça avance bien. Si le Regional Net Gap affiche une baisse, celle-ci est entièrement attribuable à un événement fiscal non récurrent, masquant une santé opérationnelle excellente, mise en évidence par une croissance de 11,5% du bénéfice par action ajusté et une expansion significative des marges. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a le chiffre d'affaires qui a augmenté de 10,6%, les bénéfices nets par action, moins 2,3%, mais si on les ajuste, on fait plus 11,5%. C'est-à-dire si on enlève cette dépense qui n'a aucun impact pour le futur, qui était une dépense vraiment juste une seule fois. C'est un one-shot. Les marges opérationnelles ont progressé, on est passé de 54,5 à 56,4. Le flux de trésorerie, le free cash flow, a augmenté lui de 17,8%, donc exceptionnel. Donc cette différence par rapport au BPA et le BPA ajusté s'explique principalement par un ajustement fiscal non récurrent lié à une restructuration interne qui n'a aucun impact sur la génération de cash flow opérationnel. C'est d'ailleurs pour ça qu'on peut voir que le free cash flow, lui, a beaucoup plus progressé et a bien mieux progressé. Dans ce que j'ai noté, donc dans les points et les citations clés du management, la franchise Index qui est en accélération, l'entreprise a connu son meilleur trimestre historique pour les nouvelles ventes d'abonnements récurrents dans le segment Index, signalant une demande structurelle pour ces données et ces benchmarks. L'allocation du capital, le management a exprimé une forte conviction dans la sous-évaluation de l'action, justifiant des rachats massifs comme une allocation de capital créatrice de valeur pour les actionnaires. Nous avons une très forte conviction sur les perspectives et le potentiel de MSCI et nous croyons que notre franchise reste sous-valorisée. Donc là, quand même, c'est des mots assez forts. Ils se sont d'ailleurs endettés pour acheter leurs actions. Donc ils ont vraiment une grosse conviction sur le fait que ce soit sous-valorisé. Donc c'est pas mal. Dans les promesses avec les réalisations, au T2, ils avaient annoncé s'attendre à ce que le segment durabilité reste difficile. Okay. Donc T4, les nouvelles ventes d'abonnements ont été inférieures au niveau de l'année dernière avec une faiblesse particulière dans les Amériques. Donc ça, c'est tout ce qui était ESG et tout ça. Donc il semblerait que ils étiraient l'opportunité quand elle était là. Maintenant, ils se rendent compte que c'est bon, ils ont fait du cash grâce à ça. Maintenant, tout le monde s'en fout un peu. On est en train de passer à autre chose. Le marché est en train de se rendre compte que ça ne sert à rien. Ils ont pris leur argent. Ils ont annoncé très clairement que ce n'est plus leur priorité du tout, qu'ils ont des focus ailleurs, notamment sur la partie index, etc. Et c'est ce qu'ils font. Et donc, ça reste cohérent avec ce qu'ils ont annoncé. Trimestre 3, la faiblesse que nous avons soulignée commence à s'inverser. Deuxième trimestre historique pour les nouvelles ventes nettes d'abonnements récurrents. Donc là, très bonne anticipation du management. Dans les points positifs, c'est le moteur de croissance des frais basés sur les actifs. Le run rate des ABF a connu une croissance spectaculaire de 26%, alimenté par des flux records de 67 milliards de dollars vers les ETF liés aux indices MSCI. Cette dynamique est structurelle et bénéficie de la tendance à la rotation internationale des capitaux. La prolongation de l'accord stratégique avec BlackRock jusqu'en 2035 élimine le risque de concentration client le plus significatif pour la prochaine décennie, transformant une potentielle vulnérabilité en un pilier stratégie à long terme. On a une dynamique confirmée dans les actifs privés avec une croissance de 86% des ventes récurrentes dans le Private Capital Solution. Donc ça, c'est vraiment pas mal, ça a bien avancé. Et c'est tout. Donc ce qu'il va falloir suivre pour les prochains trimestres, ça va être la croissance organique des abonnements récurrents pour vérifier si la diversification des clients compense la faible croissance des gérants d'actifs, et le flux net dans les ETF pour confirmer la poursuite de la tendance de la rotation internationale. Également, dans les engagements à venir, la monétisation tangible de nouvelles solutions basées sur l'IA au-delà des gains en efficacité interne. Ils sont quand même pas mal vantés, l'intégration de l'IA, etc. Est-ce que ça va être monétisé de façon tangible ou alors ce sera juste des gains qui seront en interne, des gains d'amélioration de marge, etc. À voir. On veut bien évidemment que ce ne soit pas que des gains en marge, mais également des gains sur des nouveaux produits. On passe maintenant sur Microsoft et on finira par ServiceNow. Donc Microsoft, très bon résultat, pourtant, le cours de l'action s'est complètement effondré. Je crois que ça a perdu 12% sur l'annonce des résultats. Si on regarde ici, là, on est passé de 480 $ à 423. Ok, là, ça remonte un petit peu, mais vraiment pas terrible, cette annonce de résultats. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourtant, ils ont dépassé les attentes en termes de chiffre d'affaires, de résultats opérationnels et de bénéfices par action. Donc là, déjà pas mal. Mais bon, les résultats, les croissances des bénéfices par action, vous allez voir, c'est boosté par quelque chose. C'est boosté par OpenAI parce que comme Google le mois trimestre dernier avec Anthropic et avec les SpaceX, ils ont des gains non réalisés sur la revalorisation de la revalorisation de OpenAI, ce qui fait que ça a complètement explosé. Si on se met à LTM là, on a 2025 qui explose. Si on le met en quarterly, c'est encore pire.
le quarterly a vraiment complètement explosé. Donc là, c'est le petit point sur là. Alors je vais le mettre comme ça, ce sera plus visible. On va se mettre en quarterly. Là, vous voyez, paf, ça a explosé. Mais il y a une bonne partie qui vient de OpenAI. Si on enlève le facteur OpenAI, la croissance est beaucoup plus réduite. Donc c'est ça qui un peu inquiète le monde. Le chiffre d'affaires total, lui, qui a progressé de 16%, donc excellent. Les résultats opérationnels de 21%, excellent. Le chiffre d'affaires du Microsoft Cloud de 26%, ce qui est vraiment pas mal. Pourquoi 26%? Parce que ça a été globalement tout ce qui est inclus et on enlève un petit peu le carnet de commandes OpenAI, on enlève un petit peu tout ça. Mais 26%, c'est très bon pour le cloud. Le Server Intelligent Cloud a enregistré une croissance de 29%, suivi par la productivité Business Process 16%. Les marges brutes globales de l'entreprise est légèrement en baisse à 68%. Amy Hood attribue cette tendance aux investissements continus dans l'infrastructure IA et à l'utilisation croissante des produits IA. Donc, cette déclaration laisse entendre que ça ne va pas durer, c'est juste en ce moment et qu'une fois qu'ils auront trouvé la solution, qu'ils auront tout déployé, ce sera bon. La croissance du chiffre d'affaires de Azure de 39%, 38% en taux de change constant, a légèrement dépassé la guidance de 37%. Maintenant, ça aussi visiblement ils n'apprécient pas, c'est que la guidance pour Azure serait entre 37 et 38%. Ils ont fait 39, là ils annoncent 37 à 38%. Donc pas forcément une accélération de la croissance. Le marché n'a visiblement pas réagi correctement à ça. Pourtant, ça reste des taux de croissance très gros. Il faut rappeler que Microsoft est numéro 2 sur le secteur et qui gagne progressivement quelques parts de marché sur Amazon. Donc pas dégueulasse. Et les marges opérationnelles, il faut s'attendre à ce qu'elles soient en légère baisse sur glissement annuel. Ça, par contre, c'est pas terrible dans la guidance. Et je pense que c'est ça surtout qui a fait chuter le cours de l'action. C'est qu'on n'aime pas voir ce genre de boîte avec des marges en baisse. La croissance est actuellement limitée, non pas par le marché, mais par les capacités financières de l'entreprise. Donc on est sur le problème que j'expliquais un petit peu tout à l'heure, c'est qu'il y a trop de demandes par rapport à l'offre que peut proposer Microsoft, ce qui fait qu'ils doivent dépenser énormément pour avoir cette offre rapidement et bloquer les clients, ne pas les perdre au profit de Google, de Amazon, etc. Les facteurs d'influence, la principale pression mentionnée est l'impact des investissements massifs dans l'IA sur les marges du cloud. Le management prépare les investisseurs à une compression continue des marges à court terme, la justifiant comme un investissement nécessaire pour capturer la croissance future. Donc là, ce qu'il va falloir bien noter, bien surveiller, c'est est-ce qu'à long terme, les marges vont baisser structurellement ou si c'est juste pendant 2-3 ans, ça va baisser et une fois que les investissements sont réalisés, ça va monter. Là, la hantise un petit peu de tout le monde, c'est qu'on passe d'un business qui a besoin de beaucoup de capex pour tourner à un business qu'un business qui n'a pas besoin de beaucoup de capex pour tourner, un business qui a besoin de beaucoup de capex pour tourner. Si on regarde Microsoft un petit peu, on va regarder l'évolution du capex par rapport au cash flow opérationnel. Hop, on va aller dans Capital Efficiency, capex to operating cash flow. On voit qu'historiquement, c'est une boîte qui va tourner, hop, on va se mettre en annuel, voilà. C'est une boîte qui historiquement va tourner aux alentours de 25 à 26, et on se met sur 20 ans, même avant c'était avant, mais là depuis Satya Nadella est là avec le cloud et tout, ça s'est stabilisé un peu en dessous de 30. Là on passe à 50% du cash flow opérationnel qui part en capex. En fait la grande question c'est jusqu'où ça va aller déjà premièrement, et deuxièmement est-ce que ça va durer? Parce que si c'est juste un pic et ensuite ça redescend, parfait. Maintenant si ça devient un business qui demande beaucoup de capex pour tourner, là ce sera problématique et là ça pourrait être un très gros piège pour les investisseurs parce que historiquement les boîtes qui ont besoin de beaucoup de capex pour tourner, ça ne performe pas super bien. Donc je pense qu'il y a cette inquiétude qui commence à arriver de plus en plus sur les boîtes de la tech, surtout les boîtes avec l'IA. Dans l'évolution du discours, on a un nouveau narratif. Le trimestre 2 a vu l'introduction de nouveaux éléments de discours importants. Le management a fourni une justification détaillée de l'allocation du CAPEX au-delà d'Azure, visant à éduquer les investisseurs. De plus, l'introduction du silicium maison Maya 200 a été positionnée comme un élément clé de la stratégie à long terme pour optimiser le coût de possession et renforcer le contrôle sur la pile technologique. C'est pas bon pour Nvidia ça, pas bon pour AMD non plus. On a Amazon, Google, Microsoft, trois potentiellement très gros clients pour tout ça qui font leurs propres puces, qui en plus de ça estiment que leurs puces sont plus intéressantes que les autres, qu'elles permettent de beaucoup mieux contrôler les coûts parce qu'elles sont un petit peu faites sur mesure. Donc oui, il y a plein d'autres clients pour ces entreprises, mais ça, c'est pas terrible, surtout qu'Amazon commence à commercialiser ses puces à tout le monde. Microsoft et Google pas trop encore, mais Amazon,
ça commence à les commercialiser. Donc attention, attention pour les investisseurs de Nvidia, AMD et tout. Ça, c'est pas forcément des super nouvelles parce que ça s'accumule. Okay, les géants sont en train d'accumuler, de créer les puces en interne. Donc, pas ouf, pas ouf. Amy Hood a révélé que 45% du sol provenait d'OpenAI. Donc ça, c'est par rapport au RPO. Okay, c'est une transparence bienvenue, même si cela révèle une concentration de clients qui constitue désormais un risque de premier ordre à modéliser et à surveiller. Pourquoi? Parce que 45% des RPO qui viennent d'OpenAI, qui est une boîte qui est à peine rentable. On ne connaît pas trop la rentabilité d'OpenAI. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. On parle de plusieurs centaines de milliards pour une boîte qui ne fait pas des centaines de milliards. Donc, où est-ce qu'ils vont trouver l'argent? Alors, ils font des levées de fonds sans cesse, très bien, mais pour le moment, OpenAI vit de levées de fonds. C'est-à-dire leur abonnement, leur produit n'est pas suffisamment monétisé pour financer tout ce qu'ils sont en train de prévoir de financer. Donc, à voir à quel point ils pourraient aller là-dessus. Deuxième point, c'est que là, c'est vraiment de l'économie circulaire. N'oubliez pas que Microsoft détient une bonne partie d'OpenAI. Donc, Microsoft finance OpenAI et OpenAI, pour tourner, paye Microsoft pour avoir les services dont ils ont besoin. Ça veut dire qu'en gros, c'est Microsoft qui se met de l'argent dans la poche. Donc, à voir comment ça va se dégoter tout ça, mais pas terrible. Okay, c'est pas exceptionnel. Plus important encore, okay, dans les points positifs, on a la dynamique, même en excluant la part significative d'OpenAI, le solde restant a quand même grossi de 28%. Donc, c'est là où je pense que le marché a un peu surréagi. C'est que même si on enlève OpenAI de l'histoire, ça grossit de 28%. Franchement, moi, une boîte de cette taille qui grossit de 28%, je signe tous les jours. Je ne sais pas vous, mais ça reste quand même pas mal. Ensuite, on a la monétisation de l'IA qui est confirmée, les 15 millions de sièges payants pour Microsoft 365 Copilot et les 4,7 millions d'abonnés payants à GitHub Copilot, ça fait plus 75% year-over-year. Donc, ils arrivent de mieux en mieux à monétiser l'IA, donc ça c'est bien. Et la vision long terme stratégique, le développement du silicium maison Maya 200, Cobalt 200 est une initiative stratégique majeure. Elle vise à contrôler les coûts et la performance de la pile technologie de bout en bout en réduisant la dépendance vis-à-vis des fournisseurs tiers et en renforçant l'avantage concurrentiel à long terme. Dans les points négatifs, bien évidemment, la pression sur les marges, le ROI, le CAPEX, on l'a vu, okay, la baisse des marges brutes du cloud, bien que expliquée, reste un point de vigilance. Les préoccupations des investisseurs concernant les retours sur investissement des dépenses d'investissement massives ont dominé le Q&A du trimestre 2. Le management devra continuer à démontrer que ce capital est alloué de manière efficace et qu'il générera des retours supérieurs à son coût sur le long terme. Parce que oui, c'est bien beau d'avoir du capital, c'est bien beau de l'investir, mais si les retours ne sont pas supérieurs au coût du capital, on perd de l'argent et on ne veut pas perdre d'argent. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'allocation du capital, la décision d'investir des montants records en CAPEX est le pari stratégique le plus important de Microsoft. Depuis des années, il ne s'agit pas d'une dépense tactique, mais d'une tentative de construire l'infrastructure fondamentale pour ce que le management perçoit comme la destinée d'IA. La justification d'allouer ce capital non seulement à Azure, mais à ses produits AI first party, à plus forte marge et à la R&D est une approche rationnelle qui vise à maximiser la valeur sur l'ensemble de la pile technologique. Ce déploiement de capital agressif, bien que stratégiquement solide, modifie fondamentalement le flux de trésorerie disponible de l'entreprise à moyen terme. Le test clé sera de savoir si les futurs revenus à marge élevée des services d'IA pourront générer un retour sur ce capital investi qui dépasse de manière significative son coût, une prémisse qui n'est pas encore prouvée malgré des indicateurs avancés quand même solides. Donc c'est le gros point de questionnement qu'on va avoir sur l'entreprise. Donc qu'est-ce qu'il va falloir surveiller pour les prochains trimestres? La croissance du chiffre d'affaires de Azure et bien évidemment les marges brutes de Microsoft Cloud et également les tendances à confirmer si la croissance du RPO non OpenAI se maintient à un niveau élevé, proche des 28% annuels. C'est ce qu'il va falloir vérifier pour l'entreprise. Okay, les seuils d'alerte, c'est une croissance d'Azure qui tomberait en dessous de 30%, une incapacité à montrer une croissance continue et significative du nombre de sièges payants sur Microsoft Copilot et tout commentaire du management indiquant une révision à la baisse de la demande pour les services d'IA. Ça, ce serait un petit peu les signaux d'alarme. Si on fait une valorisation de l'entreprise, si on prend le cash flow opérationnel, hop, c'est l'operating cash flow que j'ai pris ici, il me semble, 160 506, donc si on prend ça, 160 506, si on vise une croissance du cash flow opérationnel de 15%, ce qui me semble raisonnable, okay, ça ne me semble pas être super risqué, ça me semble être faisable très largement. Le chiffre d'affaires a grossi de 16%. Donc les 15% pour les 5 prochaines années, pour le cash flow opérationnel me semble accessible. Le price to operating cash flow, lui, à 18, bien ça nous ferait
un CAGR de 13%. Donc on serait pas mal. Hein. On serait pas mal ici pour Microsoft. On aurait une fair value autour de 435 $. On est actuellement à 430 $ à peu près. Donc, ma foi, il y a potentiellement quelque chose à aller tirer dessus. Donc, pourquoi pas. On passe maintenant à ServiceNow, qui a connu un très très bon trimestre. Vous allez voir, le trimestre est très bon, mais l'action s'est faite démolir. Hein. L'action s'est faite démolir. De toute façon, tous les SaaS se font démolir en ce moment. Ce n'est pas la période des SaaS. Okay, depuis le début de l'année, on est à moins 34% sur un an. On est à moins 42%. C'est vraiment pas la période des SaaS. C'est pour ça que j'adore ça, parce que quand c'est pas la période des SaaS, ça veut dire qu'on a des opportunités qui vont se présenter dans les SaaS. Donc ici, pour ServiceNow, dans les performances et attentes, ça dépasse ses propres prévisions sur l'ensemble des indicateurs clés. Le chiffre d'affaires des souscriptions atteint 19,5% de croissance, le RPO 21%, les marges opérationnelles 31%, surpassant respectivement les guidance à 17,5, 18, 19 et 30% fournis au trimestre numéro 3. Donc là, pas mal, hein, pas mal du tout. Pourquoi? Il y a alors ça a un renforcement au retour d'actionnaire matérialisé par un nouveau programme de rachat d'actions de 5 milliards $. Donc ça, c'est pas mal aussi. Ce qu'on va avoir d'intéressant ici, c'est ça. La croissance du CRPO qui atteint 21%, bien au-delà des prévisions de 19%, les marges opérationnelles à 30% également qui dépassent la guidance de 31% qui dépasse la guidance de 30%. L'expansion des marges, la marge opérationnelle qui a bien augmenté, mais surtout aussi la marge du free cash flow qui passe de 32 à 34%. Si vous regardez les chiffres de ServiceNow, c'est ce qu'on veut voir. Hein. Regardez le chiffre d'affaires. On va se mettre en quarterly. Regardez la beauté de cette courbe. Non, mais sérieusement, elle n'est pas magnifique la courbe. Quand vous mettez en trimestre par trimestre, ça grossit trimestre après trimestre. C'est magnifique. Et donc, si on se met en LTM, c'est ce qu'on veut voir. C'est une belle courbe. Si on regarde le free cash flow, ça va être plus ou moins pareil. Ok, quelques exceptions près, mais plus ou moins pareil. On voit la cyclicité quand même sur le business, mais si on se met en annuel, magnifique. Okay, c'est magnifique, c'est de la cyclicité interne dans l'année, c'est normal par rapport au carnet de commandes, par rapport à quand les clients payent. Mais globalement, c'est ce qu'on veut voir. Et là, on est sur une entreprise qui, globalement, c'est toujours payé très cher. Mais aujourd'hui, ça se paye à 26 fois le free cash flow. Historiquement, c'est une boîte qui, le maximum qu'on ait, c'est à partir de 2012. On va se mettre à partir de 2016. À partir de 2016, ça semble plus ou moins cohérent. 2016-2017. C'est une entreprise qui ne s'est jamais payée si peu cher. C'est la première fois qu'elle se paye si peu cher. C'est une entreprise qui a l'habitude de se payer 54. Ça ne veut pas dire que je mettrai 54 dans mes estimations pour le futur, hein, mais c'est une entreprise qui se paye 20 fois le free cash flow. Si on regarde rapidement le free cash flow ici, 4 milliards 576 millions. 4 milliards 576 millions. On veut une croissance du free cash flow par action, admettons, ils sont capables de grossir de 20% par an, et on met sur un price sur free cash flow de 25. Ça nous fait du 18% par an. Pour un price sur free cash flow de 25, s'ils grossissent à 20% par an, alors que le free cash flow, historiquement, il a grossi bien plus rapidement. Les estimations des EPS sont à 32%, l'estimation du CA est à 17%, sachant qu'ils arrivent à améliorer leur marge. Donc le 20% est faisable. Donc c'est pas faisable, on se met à 17%. Ça nous fait quand même 15. Hein. Ça nous fait quand même 15. Ça devient assez cheap. Là. ServiceNow devient vraiment pas très cher. Donc ça, c'est pas mal. La saisonnalité du free cash flow, c'est ce que je vous ai expliqué. Le pic significatif de la marge du free cash flow à 57% au T4 est un pic saisonnier caractéristique du modèle d'affaires porté par de fortes collectes de trésorerie de fin d'année provenant de facturation des trimestres précédents. Donc c'est ce que je vous disais juste avant. Il ne faut pas y tenir compte de cette saisonnalité là-dessus. Là, pour les guidance trimestre 1, la croissance du CA entre 18,5 et 19%, les RPO 20%, les marges opérationnelles 31,5%, et pour l'année complète, entre 19,5 et 20% de croissance, marge opérationnelle 32%, marge de free cash flow 36%. Donc encore une fois, une amélioration des marges. Gina Mastantuono affirme que notre confiance dans une croissance organique élevée et durable n'a jamais été aussi grande. Ils veulent devenir la tour de contrôle un petit peu de l'IA dans le secteur des SaaS. Ils positionnent ServiceNow non pas comme un simple fournisseur d'applications IA, mais comme le système d'orchestration central et indispensable pour gouverner l'ensemble des agents IA, des modèles LLM et des flux de données au sein d'une entreprise. Dans les engagements pour les trimestres précédents, gestion des vents contraires sur le secteur fédéral, we remain confident that our revised guidance appropriately reflects these trends.
Et donc là, trimestre 3, US Federal Business surpassing net new ACV, expectation growing net new ACV over 30% year over year. Donc, ils s'attendaient à des vents contraires, ils ont réussi à contrer ça. Donc, pas mal. Monétisation de l'IA. Put us well on our way to reaching 1 million in Now Assist ACV. Et là, au T3, ils sont à la moitié d'1 milliard. Donc, ça avance globalement là-dessus. Donc, c'est vraiment pas mal. Dans les risques, dépendance au secteur public américain, c'est ce que j'aime pas avec l'entreprise. Il y a forcément qu'il y ait une chose qu'on n'aime pas quand on voit tout ça, c'est que c'est une entreprise qui dépend du gouvernement, qui a un gros client qui est le gouvernement. Et ceux qui me suivent depuis un moment, vous savez que je ne suis pas fan du tout de ce genre de choses. Bien que ce secteur ait fortement performé, le management a explicitement signalé l'incertitude liée au shutdown gouvernemental comme un risque pouvant affecter le timing des contrats au T4 et au T1. Ce risque a été intégré dans la guidance, mais sa matérialisation reste un point de vigilance. Également, les métriques à suivre, donc les Now Assist Net New ACV, l'indicateur principal de la capacité à monétiser la stratégie IA, la croissance du CRPE, l'indicateur le plus fiable de la dynamique commerciale, les marges opérationnelles, qui est l'évaluation de la thèse de croissance rentable et d'efficacité opérationnelle générée par l'IA en interne, et le nombre de transactions, si on passait les 1 milliard, un baromètre de la pénétration et de la pertinence stratégique auprès des grandes entreprises. Les engagements à vérifier, c'est la guidance pour 2026 si elle sera atteinte, la finalisation et le succès de l'intégration des acquisitions qu'ils sont en train de faire et la progression vers l'objectif à 1 milliard des ACV pour Now Assist. C'est globalement tout pour ServiceNow, pour cette vidéo également. Donc voilà globalement de très belles boîtes que je surveille de plus en plus. ServiceNow devient très très intéressant vu que tous les SaaS entre guillemets sont en train de complètement chuter. On va voir les résultats bientôt qui arriveront pour Salesforce, pour Constellation Software aussi, pour Adobe quand ça arrivera aussi. Ce sera intéressant à surveiller parce que ce sont des boîtes qui sont aujourd'hui vraiment mais vraiment pas chères. Donc on va voir ce que ça va pouvoir donner. Si vous souhaitez aller plus loin et que je vous aide à construire un portefeuille qui surperforme sur le long terme avec toute ma méthodologie d'analyse et tous mes outils que j'utilise également pour analyser, cliquez sur le lien qui se trouve dans sa description, réservez directement un appel avec moi, on fera un audit de votre portefeuille et de votre situation pour voir comment je pourrais vous aider. Au pire des cas, vous repartez avec un audit et un plan concret pour 2026 pour mieux performer avec votre portefeuille. Et au mieux, vous rejoignez le club et on vous aide à atteindre de super performances. Donc vous avez le lien qui se trouve dans la description pour réserver votre audit directement et on en discute au téléphone. Si vous aimez cette vidéo, pensez à mettre votre meilleur pouce bleu. Abonnez-vous en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et ceux qui veulent recevoir ces rapports directement pour les lire en entier, envoyez-moi un petit message sur Instagram. Le lien à mon Instagram se trouve dans la description de la vidéo également. Et vous me dites le rapport que vous aimeriez recevoir et je vous envoie le lien. On se retrouve très bientôt pour de prochaines analyses. Ciao, ciao!